À cette époque, quand la marée est basse, on peut entrer dans l'eau jusqu'au niveau des genoux. Il y avait toujours de l'eau ici. Et quand la marée est haute, les vagues viennent s'écraser contre cette muraille. Regarde, ça, c'est une protection en béton armé. Elle protège la muraille, et la muraille protège la ville contre les vagues. Sans cette protection, la mer entrerait directement dans la Médina. Observe comment tout cela a été construit. À l'époque, les gens travaillaient avec beaucoup de sérieux, et c'est ce qui explique la solidité de cette construction, même après tant d'années. Regarde comment ils ont posé les pierres, à la base, il y a des rochers taillés, puis ils ont construit la muraille par-dessus. Et ces structures que tu vois sont des protections supplémentaires. Une question m'intrigue, on parle souvent de ce qu'on appelle le bouslan. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bouslan? Le bouslan, c'est une poudre volcanique. Autrement dit, une poudre volcanique naturelle qui a été utilisée dans la construction de ces protections. C'est pour cela que, même après 100 ou 200 ans, alors que les vagues viennent s'y briser constamment, ces structures restent toujours aussi solides. Elles ont été construites avec un ciment particulièrement résistant. Ce ciment était fabriqué ici, au Maroc? Non, il était importé par l'entreprise Lafarge, en France. À l'époque, cette société était très connue, et c'est avec ce ciment qu'ils ont réalisé ces protections. Autrefois, on utilisait souvent le mot « bouslan ». Par exemple, on disait « notre ami du bouslan ». Cela voulait dire qu'il avait construit sa maison avec un matériau très solide. Le bouslan, c'est donc cette poussière volcanique mélangée au ciment. Les anciens avaient remarqué qu'après les éruptions volcaniques, cette poussière avait des propriétés chimiques qui la rendaient très adhésive et extrêmement résistante. Et les pierres utilisées viennent d'ici, d'Essaouira? Oui, elles viennent d'ici. Elles ont été extraites de la carrière de Beni Antar, une carrière de roche tendre. Toute cette zone s'appelle la carrière de Beni Antar. Et l'endroit précis où nous sommes, on l'appelle Akeskis. Regarde la roche de base. Ces soutiens aux protections ont été construits dans les années 30 ou 40. Non, c'est bien plus ancien. Bien avant les années 30. Les moulins de Sandillon, juste à côté, existent depuis très longtemps. Je pense que ces soutiens ont été construits à l'époque de la construction du Mela, le quartier juif. Ces protections longeaient la muraille jusqu'à Bab Doukala. Regarde leur solidité et leur hauteur. La vague vient s'écraser contre cette protection, l'eau est projetée vers le haut, puis elle glisse et redescend, ce qui évite de détruire le Mela. Donc, comme tu me l'as dit tout à l'heure, ici c'est une zone très exposée au vent. Oui, là-bas, à l'endroit où se trouve aujourd'hui un hôtel. Avant qu'il devienne un hôtel, il y avait ici les grandes minoteries du sud. C'était une grande usine d'Essaouira qui fournissait de la farine à tout le sud du Maroc. Regarde aussi cette partie, une section de la protection s'est effondrée, mais elle a été restaurée. On voit bien la différence. Et regarde cette zone, la muraille n'est pas en très bon état, et certaines maisons autour ne sont plus habitées. Dans cette troisième partie, nous allons nous aventurer dans une zone intrigante d'Essaouira.
un endroit que les anciens appellent la carrière de Beni Antar. Mais une question se pose immédiatement. Pourquoi ce lieu porte-t-il ce nom? Qui étaient réellement les Beni Antar? D'où venaient-ils? Et quel rôle ont-ils joué dans l'histoire de la ville? Les archives historiques parlent très peu d'eux, presque rien, comme si leur passage à Mogador s'était inscrit davantage dans la mémoire des habitants que dans les livres. Alors il faut écouter les récits des anciens. Selon ces témoignages, les Beni Antar seraient arrivés à une période sombre de l'histoire du Maroc, la Grande Peste de 1799. À cette époque, l'épidémie frappe plusieurs régions du pays et Mogador n'y échappe pas. Face à la maladie, certains cherchent refuge là où ils pensent pouvoir survivre. On raconte que beaucoup se dirigent vers Essaouira, convaincus que le vent puissant de l'Atlantique pouvait purifier l'air et éloigner la peste. Est-ce un simple espoir, une croyance populaire, ou une stratégie de survie face à l'inconnu? Certains se réfugient sur l'île de Mogador, d'autres s'installent autour des remparts encore incomplets de la ville. Mais la peste fait des ravages. Dans une ville dont la population reste encore modeste, plusieurs milliers de morts sont évoqués dans les récits. Peu à peu, des cimetières apparaissent autour de la Médina, près du sanctuaire du saint protecteur de la ville, Sidi Magdoul, mais aussi vers l'île de Mogador. Et c'est justement à cette époque, disent les anciens, que seraient arrivés les Beni Antar. Qui étaient-ils vraiment? Des réfugiés fuyant l'épidémie? Une tribu venue chercher du travail? Ou peut-être des bâtisseurs appelés pour terminer la ville? Car au tournant du XIXe siècle, Essaouira n'est pas encore totalement construite. Les anciens racontent que les hommes de Beni Antar étaient forts, robustes, habitués au travail de la pierre. Ils auraient participé à la construction des remparts et des scalas, ces puissantes fortifications qui dominent l'océan. Leur savoir-faire aurait été précieux. Tailler les blocs, transporter les pierres, ajuster les fondations. C'est justement ce qui m'a rappelé une conversation avec Raïs Miloud, dans la première partie de notre exploration. Il m'avait montré les soutiens de la muraille nord, ces structures qui renforcent la base du rempart. En observant de près, on distingue clairement que la muraille repose sur des rochers naturels, taillés sur place. Mais ce n'est pas tout. Entre les pierres, Raïs Miloud évoquait une matière ancienne que les anciens appelaient bousslana ou bouslan. Un mot étrange, qui semble venir d'un savoir beaucoup plus ancien. En cherchant un peu plus loin, je découvre un terme qui lui ressemble, les pouzzolanes. Les pouzzolanes sont des cendres volcaniques naturelles. Mélangées à la chaux, elles produisent un ciment extrêmement solide. Les Romains utilisaient déjà cette technique pour construire leurs ports et leurs monuments. Un béton capable de résister à l'eau, au temps et aux tempêtes. Alors une autre question apparaît. Les bâtisseurs d'Essaouira connaissaient-ils cette technique? Ou bien ce savoir est-il arrivé plus tard, avec les échanges commerciaux et les ingénieurs européens? Car l'histoire des matériaux continue au XIXe siècle. En 1833, une entreprise française voit le jour, Lafarge, fondée au Teil, en Ardèche. Quelques décennies plus tard, en 1864, cette entreprise fournit 110 000 tonnes de chaux pour la construction du canal de Suez, un chantier colossal de l'époque. Mais alors, les remparts d'Essaouira ont-ils été renforcés avec des techniques similaires? Ou bien les bâtisseurs locaux utilisaient-ils déjà un mélange inspiré de ces anciens ciments naturels? Plus j'avance dans cette enquête, plus le mystère s'épaissit. Comment, exactement, la ville d'Essaouira a-t-elle été construite? Pour tenter de comprendre, il faut revenir aux plans anciens de la ville et suivre leur évolution au fil du temps. Le premier témoignage visuel apparaît en 1640, avec un dessin réalisé par Adrienne Matam. Il représente Castelo Real, une forteresse construite par les Portugais en 1503. Ce château, récupéré ensuite par les habitants, sera finalement abandonné, mais son empreinte reste visible dans les premiers plans de Mogador. Presque un siècle plus tard, en 1736, un autre plan montre encore ce château. La zone devient alors un repère de corsaires marocains. On y voit flotter un symbole particulier, un drapeau avec 3 croissants, associé aux corsaires de Salé. Puis vient une étape décisive. Entre 1760 et 1765, un plan espagnol témoigne d'un immense projet. Le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah ordonne la construction de la nouvelle Médina. La Casbah s'étend alors sur 55 000 m². En 1767, l'ingénieur français Théodore Cornu
dessine un plan détaillé de la Casbah et des fortifications existantes. Le vieux château portugais est encore là, comme un témoin silencieux entre deux époques. En 1786, la ville commence enfin à prendre forme. Les fortifications sont presque terminées et la muraille dessine déjà le tracé final de la Médina. La zone qui deviendra plus tard le Mellah commence à apparaître dans ce projet urbain. Puis, en 1814, un nouveau plan montre une ville qui s'étend. De nouveaux quartiers apparaissent, notamment le Mellah, construit en 1807. Les fortifications maritimes, elles, sont désormais achevées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur les plans de 1889 à 1900, on découvre quelque chose d'étonnant. La muraille nord semble avoir été renforcée. Sur le dessin, elle apparaît doublée, comme si l'on avait ajouté une protection supplémentaire. Pourquoi ? Était-ce pour protéger la ville des attaques venant de la terre ? Ou pour consolider un rempart fragilisé par le vent et l'océan ? Et surtout, qui a construit ces renforts ? Les ingénieurs européens du XIXe siècle ? Les artisans de la Médina ? Ou peut-être ces mystérieux bâtisseurs dont parlent les anciens, les Beni Antar ? Pour comprendre cette histoire, il faudra quitter les cartes et revenir au terrain. Marcher là où la pierre a été taillée. Suivre les traces laissées dans la roche. Avec Raïs Miloud, nous allons maintenant longer la muraille nord, jusqu'au rocher de Mogador. Un endroit particulier nous attend. Un lieu que les habitants appellent encore aujourd'hui les rochers des pigeons. Là, entre la mer, la pierre et le vent, se cachent peut-être les derniers indices de cette histoire oubliée. Cet endroit s'appelle la terrasse de la minoterie de farine. Regarde ce rocher, tu vois comment il a été taillé ? Ce rocher forme en réalité une muraille naturelle. À l'origine, il a été taillé à la base afin de protéger la muraille derrière ainsi que la minoterie contre les vagues de la mer. Voilà la base du rocher. Regarde la façon dont il a été travaillé, c'est une taille propre et précise. On peut vraiment voir la main de l'artisan de l'époque et comprendre comment ils ont réalisé ce travail. Ils ont découpé le rocher pour qu'il puisse servir de barrière contre les vagues. انتم كتشوفوه هو صور واحد مشى ديريكت مشى على طول هذا كان تيحصر البحر على الماكينه انهم ملي كان مكركب تيجي البحر كيطلع منه كيدوز هما يقسموه باش يزدف ليه البحر ويعاود يرجع. هيا نايضه فيه سبع الخادم. Regarde ici, on trouve ce qu'on appelle le Terebra maculata. Tu vois, celui-ci est encore petit. Il ne peut atteindre une taille de 5 ou 6 cm qu'après 10 à 12 ans. Les personnes qui ramassent ce Terebra doivent savoir qu'il n'est pas correct de l'arracher de manière excessive. Il faut lui laisser le temps de grandir. C'est un message que je tiens à faire passer. Regarde ces algues, on les appelle amerchiche. C'est la nourriture préférée de la dorade. Et à côté de ces algues, on trouve de petits Terebra, que l'on appelle en berbère tifanzit. À l'époque, les Français les appelaient doigts de nègre. Tout cet endroit est appelé la terrasse de la minoterie. On y pêche à marée haute, on monte sur le rocher et on pêche. Je me souviens qu'autrefois, c'était un endroit où l'on trouvait souvent beaucoup de poissons. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où la minoterie fonctionnait ici, elle rejetait ses déchets dans la mer, des grains de blé et des restes de farine. Les poissons venaient les manger, ce qui les attirait dans cette zone. Ainsi, il y avait toujours du poisson le long de cette terrasse, jusqu'au rocher des pigeons.
On y trouvait toutes sortes de poissons, notamment à Zelmza, et aussi des poissons dans les petites grottes sous le rocher. Comment s'appelle ce rocher déjà? C'est le rocher des pigeons. Sous ce rocher, on trouve de nombreux nids de pigeons, partout. Pourquoi les pigeons viennent-ils ici pour faire leur nid? Parce qu'ils trouvent facilement de la nourriture grâce à l'activité de la minoterie. Le nom de ce rocher est ancien? Oui, il date de l'époque où la minoterie existait. Regarde ce rocher. Tu sais pourquoi cet endroit s'appelle Aït Beni Antar? Parce qu'ici se trouvait leur carrière de pierre. On l'appelait la carrière de Beni Antar. Regarde les traces laissées par les outils, la chasse et la broche, utilisées pour entailler la roche. La roche est taillée en courbe, en forme de cascade, un peu comme des escaliers. La mer ne peut pas créer une forme pareille, ce travail a été fait par l'homme. Observe aussi la taille des blocs de pierre. Ils étaient découpés ici, puis transportés pour construire la muraille de la Scala et aussi les maisons de la Médina. Les traces de ce travail sont toujours visibles aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, ce sont les Beni Antar qui ont terminé la construction de la Scala et des murailles de ce côté? Oui, ce sont eux qui ont construit cette partie. C'est pour cela que les anciens appelaient cet endroit la carrière de Beni Antar. Mais qui était cette tribu des Aït Beni Antar? Il existe encore aujourd'hui à Essaouira des descendants de cette tribu, par exemple la famille Ba Antar et la famille El Antri. Je me souviens qu'en 1973 ou 1974, j'avais une petite boutique près de la Scala où je vendais des sandwichs. Il y avait un monsieur âgé, que tout le monde appelait El Hadj. C'était un descendant des Aït Beni Antar. Quand il faisait chaud, je vendais une limonade locale qui s'appelait la Flouka. Un jour, il est venu m'en demander une pour se rafraîchir. Je lui ai alors posé une question. Pourquoi cette zone et ce quartier s'appellent-ils Beni Antar? C'est lui qui m'a expliqué que cet endroit était la carrière de Beni Antar. Il m'a raconté que leurs ancêtres venaient de l'île de Mogador, tout comme d'autres tribus, par exemple Aït El Hadj, la tribu de Rahala et la tribu de Shbanat. Toutes ces tribus avaient été envoyées sur l'île de Mogador pendant une période d'épidémie, afin d'y passer la quarantaine. Les personnes qui guérissaient étaient ensuite amenées ici pour travailler, car elles possédaient le savoir-faire pour travailler la pierre. C'est ainsi qu'elles ont participé à achever la construction des murailles, d'ici jusqu'à l'autre côté. La mer frappe les rochers de Mogador depuis des siècles. Le vent souffle, les vagues reviennent, inlassablement. Face à cette puissance de l'Atlantique, les murailles d'Essaouira tiennent toujours debout. En observant les anciens plans de la ville et l'ordre chronologique de la construction des scalas et des remparts, une histoire fascinante apparaît, celle d'un chantier qui aurait duré près de 20 ans. Tout commence avec la construction de l'ancienne Casbah. Dans les archives, un nom surgit, celui de l'ingénieur français Théodore Cornu. Appelé par le sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah pour imaginer les fortifications de Mogador, il participe au début de ce grand projet. Mais selon les documents historiques, sa présence n'aurait duré que 2 années, entre 1765 et 1767. Puis son nom disparaît. Le chantier, lui, continue. Un autre homme prend la relève, Ahmed El Hadj, aussi connu sous le nom d'Ahmed El Englizi. Son nom est encore visible aujourd'hui, gravé sur la porte de la marine. C'est lui qui aurait poursuivi la construction de ces remparts, face à l'océan et à ses défis. Car bâtir ici n'était pas une tâche facile.
le vent, les vagues et des matériaux simples, hérités d'un savoir-faire ancien. Des pierres arrachées à la roche, mélangées à de la chaux, de la terre et même de la coque d'œuf. Une technique traditionnelle qui donnait aux murs leur solidité. Les Béni-Antars participent eux aussi à l'achèvement de ce chantier monumental. Et lorsque l'on observe la muraille nord, vers le quartier du Méla et la plage d'Axkis, on retrouve la même technique de construction. Certains renforts visibles aujourd'hui semblent avoir été ajoutés plus tard, comme le suggèrent les plans de la ville datant de la fin du XIXe siècle. Ainsi, les rochers de Mogador racontent une autre page de l'histoire. Ils portent la trace des mains de nos ancêtres. Des artisans capables de tailler la pierre avec une précision remarquable, de sculpter ces rochers pour donner naissance aux portes et aux murailles que nous admirons encore aujourd'hui dans la Médina d'Essaouira. C'est ici que s'achève la troisième partie de notre documentaire, Les rochers de Mogador. Mais ces pierres ont-elles livré tous leurs secrets ? Peut-être pas. Alors restez avec nous, car avec Reis Miloud, l'histoire des rochers de Mogador continue peut-être dans un prochain épisode. De toute façon, je crois que tout s'en va. Les êtres disparaissent, mais la pierre reste. Je crois que la ville, c'est le bâtiment c'est la mémoire de toutes les civilisations. Donc la pierre, finalement, qu'est-ce qu'il faisait ? Il ornait toutes les portes. Et c'est bizarre, d'ailleurs, à Essaouira, on voit toutes les portes qui sont... C'est comme si chaque devanture est faite avec minutie. C'est là le charme de la ville. C'est que quand tu vois une porte, tu la vois joviale, bien faite. C'est un sens d'esthétique des gens. Parce qu'en fait, quand tu vois la maison, tu ne sais pas à l'intérieur. Ça doit être des gens pauvres, mais leur porte qui donne sur la ville, sur la rue, il est jovial. Et moi, je dois avoir ça en moi, parce que je suis né dans un lieu où l'arcade trône, où la main de l'artisan sortant, faisant de la pierre, qui est d'abord une roche voisine, parce que, et ça aussi c'est amusant et extraordinaire, c'est que toutes les portes de la ville sont arrachées de la roche, vous voyez, et reconstituées par la main d'artisan pour que la rentrée se fasse plus belle, plus gaie, c'est même le symbole de l'accueil et l'hospitalité aussi. J'étais, depuis mon enfance, fasciné par ces portes, par leur structure, par les motifs. Et ça s'est imprégné en moi. Et je dois dire que par la suite, lorsque je commençais à travailler la pierre sur le plan plastique, comme sculpteur, j'étais dans une matière que je trouvais déjà en moi.